J'ai toujours eu un rêve d'être footballeur professionnel et j'ai mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Quels sont les défis dont vous avez fait face durant votre carrière? Je dirais que c'est les blessures. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Elite Magazine, votre magazine de référence. Notre élite et invité du jour possède de multiples qualités. E pour engager, D pour déterminer, M pour meuleur, O pour organiser, N pour noble et D pour dévoué. Vous l'aurez peut-être deviné, notre invité du jour est Edmond Tapsoba. Bonsoir, Monsieur Edmond. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Nous sommes là pour vous poser quelques questions. On aimerait connaître qui est la personne derrière Edmond Tapsoba. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Edmond Tapsoba, c'est un jeune comme tout autre qui a eu des rêves depuis tout petit et qui essaie de courir derrière ses rêves. Comment avez-vous fait pour vous retrouver dans le monde du football? Je dirais que, comme je l'ai dit dès le début, j'ai toujours eu un rêve d'être footballeur professionnel et j'ai mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et tout d'abord, j'ai commencé à jouer au foot dès le bas âge, au quartier. Et à l'âge de 13 ans, j'ai intégré le centre de formation Salitas, où j'ai fait ma préformation, ma formation. On a joué la D3, la D2 deux fois, et après, je suis allé au Portugal. Si Edmond n'était pas footballeur, quel métier aurait-il fait? Là, ça sera compliqué. Parce que dès le bas âge, j'ai tout misé sur le monde du foot. Et je dirais que c'est l'une des erreurs que j'ai commises. Parce qu'en tant que footballeur, tu dois avoir un plan B si jamais ça ne marche pas. Donc, je dirais que ça a été un mauvais côté de ma part et un bon côté aussi, puisque j'ai tout misé sur le foot et Dieu merci, ça a marché. Quelles sont les qualités que doit avoir un bon footballeur? Les qualités en termes humanitaires ou en termes de football? Concernant les valeurs déjà pour la façon dont il doit côtoyer les gens et en plus de ça en termes de compétences. Je dirais la première valeur, c'est avoir le respect de l'autre, le respect des aînés et toujours respecter la personne qui le dépasse, quel qu'en soit son âge, parce que de nos jours, on mise beaucoup sur l'âge, mais dans le monde du foot, je dirais que c'est l'expérience qui compte. Et en termes d'expérience, je dirais que c'est le vécu dans le monde du foot. Et écouter les conseils des grands frères et aussi avoir la bénédiction de ses parents. Quels sont les défis dont vous avez fait face durant votre carrière? Je dirais que c'est les blessures. J'ai pas eu tant de blessures en tant que tel, mais j'ai eu des petites blessures qui m'ont un peu freiné sur ma lancée. Et aussi, je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé, il y a beaucoup qui ne croyaient pas en moi. Et c'était vraiment compliqué. Et du coup, j'ai dû me rabattre sur les gens qui m'aimaient, les gens qui croyaient en moi. C'est ça. Et aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner le métier? Abandonner le métier, jamais, parce que je faisais ça pour moi, c'est vrai, mais je faisais aussi pour mes parents et pour mes amis, ma famille, mon entourage. Et je m'étais fixé des objectifs que coûte que coûte, j'allais arriver pour moi et pour eux aussi. Donc, du coup, ils me donnaient la force dont j'avais besoin et c'était encore plus facile pour moi. Donc, ils étaient votre source de motivation. En quelque sorte. Pour un jeune qui voudrait embrasser le métier de footballeur, quel conseil vous lui donneriez? C'est comme je l'ai dit dès le début, c'est écouter les conseils des grands frères, toujours avoir confiance en soi, quel qu'en soit le moment, et jamais douter de soi-même, et aussi avoir la bonne de ses parents. Comment gérez-vous la pression pendant, avant les matchs? Je dirais que la pression, on ne la gère pas, on la subit, et on la transforme en une sorte d'énergie pour se booster soi-même, parce que la pression, c'est quelque chose qui vient naturellement, et aussi, il y a toujours la pression, quel qu'en soit le métier que tu fais. Et il faut avoir un point de chute où tu te dis que c'est pour ces personnes-là que je fais ce métier et je dois arriver pour eux. Tu utilises la pression, tu la transformes en énergie positive et tu l'utilises. Avez-vous déjà pleuré pour un match? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment le match contre la Tunisie au Cameroun, à la CAN au Cameroun. Et après l'hymne national, mes larmes ont commencé à couler. Et je dirais que c'est des larmes de joie, d'émotion et d'un enfant qui voit ses rêves être en train de se réaliser. Parce que je me dis que je suis au haut niveau, mais je me dis que je suis toujours en train de réaliser mes rêves parce que je me dis que la route est encore longue et il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de réussites, beaucoup d'obstacles. Et je me dis que je dois essayer d'être un modèle pour les jeunes parce que
mine de rien, aujourd'hui, quand on dit Edmond ou Bertrand ou quel que soit le joueur, il y a beaucoup de jeunes dans les cadets qui rêvent de devenir comme nous. C'est ça. Et tout acte qu'on posera pourra avoir un impact sur leur vie ou sur leur quotidien. Donc, je dirais qu'on essaie vraiment d'être un modèle, un exemple pour ces jeunes-là. Justement, beaucoup de jeunes s'identifient à vous. Vous êtes comme une source d'espoir pour eux, qu'ils peuvent un jour aussi atteindre la notoriété que vous avez. Et quel est le plus grand sacrifice que vous avez eu à faire durant votre carrière? Moi, mon plus grand sacrifice, je dirais pas sacrifice en tant que tel, c'est quand j'ai quitté mes parents pour aller au Portugal. C'était la première fois que je restais loin de mes parents. Parce qu'en quelque chose, je dirais que je suis un bébé à maman et un bébé à papa. Donc, c'était la première fois que j'ai quitté mes parents pour plus de 2 semaines. Parce que j'ai toujours vécu avec eux. Et à mes 18 ans, je suis allé au Portugal et je suis resté là-bas pendant 2 ans et demi. C'était vraiment compliqué dès le début. Mais comme je l'ai dit, j'avais un truc déjà en tête. Je m'étais dit que j'allais pas mettre les pieds au pays tant que tout n'est pas rose, comme on le dit. C'est ça. Donc, je dirais que c'est ce petit sacrifice-là. D'accord. Il y a eu un de vos matchs où vous vous êtes retrouvé dans la cage. Vous êtes retrouvé dans la cage du gardien. Quel est le sentiment que vous aviez et puis quand vous avez vu les joueurs venir face à vous, comment vous avez géré ça? Je dirais que ça a été vite, ça a été un truc sur le coup parce que j'ai jamais été gardien. Et je me rappelle à la 89e minute, notre gardien a collé un carton rouge et le changement était déjà fini. C'est ça. Donc, on s'est regardé, on s'est demandé qui va aller au but. Et sur le coup, sans le savoir, j'ai dit moi. Parce qu'il y avait Moussa Diaby qui voulait aller au poteau, mais lui il fait 1m60 ou 1m65. Donc, du coup, j'ai dit non, je vais au poteau. Et Dieu merci, la balle n'est pas venue, sinon ça allait être compliqué. Non, mais avec l'assurance avec laquelle vous êtes parti là, on avait confiance. Non, mais moi, je n'avais pas confiance. Parce que c'était vraiment sur les faits. Et on voulait à coûte revenir sur, parce qu'on était mené 1-0 et on ne voulait pas jouer trop sur le temps. Donc, quand j'ai dit moi, tout le monde a dit oui et après ils ont commencé à rire. Avez-vous des projets en faveur des jeunes burkinabés? Oui, notamment parce qu'on se dit que aujourd'hui, quand on est sur la voie de la réussite, on se dit qu'on doit tourner vers là où on a commencé et essayer de voir ce qu'on peut faire vraiment. Donc, on a des projets avec les jeunes du quartier que j'aimerais que... Je n'aimerais pas dévoiler ça ici, au moins voulu, ça sera fait. Entre gagner la CAN avec les étalons et gagner la Ligue des Champions, Le choix est vite fait, je dirais la CAN. la CAN avec les étalons. Pendant les matchs, lorsqu'on chante l'hymne national du Burkina, dans les autres pays, vous partez jouer. Quel est votre ressenti? Je dirais que c'est une fierté énorme de chanter l'hymne national dans des autres pays, que ce soit ici ou à l'extérieur. On se voit comme des soldats qui viennent représenter le pays, donc on essaie de faire ce qu'on peut vraiment, le maximum possible pour représenter vraiment le pays. Que représente le quartier Karpala pour vous? Je dirais tout, parce que comme on le dit, mes parents habitent là-bas et mes parents, pour moi, je peux dire que c'est mes dieux sur terre. C'est ça. Parce que, mine de rien, c'est grâce à eux aussi, j'en suis là aujourd'hui. Et le quartier aussi, c'est le quartier dans lequel tout a commencé. Donc, le quartier représente tout pour moi. C'est ma source d'inspiration. Voilà quoi. Vous êtes un modèle et on est vraiment ravis d'être ici avec vous. Nous avons appris que vous avez une fondation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai eu ce déclic, notamment grâce à Bertrand, qui a sa fondation depuis des années. Et on suivait ce qu'il faisait, on essaie de participer au peu qu'on peut. Et à un moment donné, je me suis assis, je dis que s'il fait ça et que moi je m'ajoute, c'est le Burkina qui gagne. Donc l'idée m'est venue de là et on a créé notre fondation. On a commencé les activités en février et on a fait le lancement officiel en juin. Donc actuellement, on est dans notre première année. Et actuellement, notre dîner gala qui se prépare, on a fait la première édition du dîner gala l'année passée en juin, où on a fait des récoltes de fonds, des ventes de maillots en faveur des femmes atteintes du cancer de l'utérus et du cancer aussi des seins. En faveur, il y avait 3 structures, la structure Amira, la structure Zéro Cancer et aussi le CHU Bogodogo, où on a départagé les biens en faveur de ces 3 structures. Et cette année, on est sur notre 2e édition du dîner gala
qui va se dérouler le 21 juin à Azala Hotel, où cette année, la cause, c'est en faveur des grains brûlés. Parce qu'on néglige, certes, c'est vrai, mais à la pédiatrie, il y a beaucoup de cas. Je pense qu'en 2024, ils ont recensé plus de 500 cas de grains brûlés. Et ce sont des cas vraiment sensibles. Et ils n'ont pas de centre adéquat pour accueillir ces enfants. Je dirais, ce sont mes petits frères, il y a des bébés, il y a toutes sortes d'âges. Et on essaie vraiment de récolter ces fonds pour ces enfants-là, essayer de leur donner les premiers soins et essayer de construire un centre aéré pour eux. Donc, je dirais, basiquement, c'est ça la Fondation Hermotap Sova. C'est situé à Kampala, vers la nouvelle mairie qui est vers Tikare. Le siège est là-bas et j'espère vraiment qu'il y aura du monde à ce dîner-gala. On espère tous. Et ce dîner-gala, cette année, on a essayé de mettre des tickets en vente ou déjà essayer de récolter quelques fonds pour... parce que je me dis que c'est une grande cause. Et mine de rien, je me dis que ça sera très coûteux pour la construction du bâtiment. Juste. Et moi seul, c'est vrai que les gens vont se dire, Edmond Tapsova, c'est Edmond Tapsova, il peut le faire lui-même. Mais je me dis que si moi seul, je peux faire un et qu'on s'additionne peut-être à 5 ou 6, on peut faire au moins 3 à 4. Et puis en plus, c'est le Burkina qui gagne. Donc, je les invite vraiment à sortir massivement, à prendre leur ticket et ensemble, on va essayer de faire ce qu'on peut vraiment pour ces enfants. D'accord. Déjà, merci pour cette initiative, pour votre engagement et pour ce que vous êtes déjà en train d'entreprendre pour ces personnes-là. Concernant les actions que mène que votre fondation compte mener, est-ce qu'il y a des couches plus vulnérables que vous voulez toucher? Je dirais que c'est les personnes diminuées. Unique. Les personnes diminuées, les orphelins et aussi on néglige même, je dirais plus, actuellement on sait que notre pays, la sécurité n'est pas au top et on essaie vraiment de soutenir les veuves de ces soldats tombés au front comme on le peut. C'est ça. De nos soldats, Parce surtout, que, ils protègent. oui, parce que je me dis qu'ils donnent leur vie pour notre cause. Donc, à nous aussi de faire ce qu'on peut vraiment pour les soulager. Justement. Et c'est louable. Est-ce que durant votre carrière ou durant les matchs que vous avez eu à faire, y a-t-il un attaquant particulièrement qui vous a mené la vie dure? Ouais. Je dirais Lukaku. C'était ma première année à Leverkusen. C'était vraiment compliqué parce qu'il il est costaud, il est rapide, il est technique. Donc, c'était vraiment difficile de le marquer. Et c'était ma première année, comme je le disais. Et c'était au temps du Covid, je pense. Et le stade était vraiment vide. Donc, tout ce qu'on disait sur le terrain pouvait s'entendre dehors. Et c'était vraiment compliqué. Je me dis que c'est l'un de mes matchs où j'ai vraiment galéré qu'on ait un attaquant. Est-ce qu'il y a, dans votre carrière, y a-t-il un mentor, un joueur? Oui, notamment parce que tout jeune, quand on est petit, on a nos mentors à qui on veut ressembler. Et moi, j'ai toujours aimé un défenseur qui joue à Arsenal. Il s'appelle Mete Saker. Il a toujours été mon mentor. Après, il y a eu Kalidou Koulibaly, Kolo Touré, il y a eu John Stones qui était à Everton. Et actuellement, il est à Manchester City. Et aussi Van Dijk. Merci beaucoup pour les réponses que vous nous avez données. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci aussi pour votre disponibilité et pour ce que vous faites parce que vous apportez le nom du Burkina en dehors des frontières. Chers téléspectateurs, merci encore d'avoir été là avec nous et d'avoir suivi cette édition d'Elite Magazine. À très bientôt.